Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. Et le week-end? Tranquille. Alors, l'actualité internationale, on se tourne vers quoi? Nous allons nous tourner vers la France. Nous sommes à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle qui doit avoir lieu le 10 avril prochain, donc dimanche, cette fin de semaine. Le second tour aura lieu le 24 avril. Et donc, si tu veux, c'est la dernière ligne droite pour les différents candidats à cette élection présidentielle. Mais la particularité, je pense, de cette élection, parce qu'il faut savoir que en réalité, la campagne a débuté, ça fait 3 semaines, hein. La campagne officielle pour les élections présidentielles, même si par rapport à, si tu veux, l'accès aux médias, on a commencé à mesurer, si tu veux, le temps de parole dans les différents médias seulement à partir de la semaine passée. Avant, c'était environ 6 semaines. Ça a été réduit à 2 semaines. Bon, bref. Maintenant, cette élection est quand même assez bizarre. Pourquoi? Parce que moi, je suis régulièrement, vraiment, je suis les élections présidentielles en France depuis 1995. Et je t'avoue que je n'ai jamais vu une élection aussi étrange dans la mesure où on a d'un côté un président sortant qui ne veut pas débattre avec ses autres adversaires, ça c'est le 1. Le deuxième, c'est un président aussi qui n'est pas véritablement descendu dans l'arène sur le plan dans le plan de sa campagne. Il est juste descendu. Il a fait quelques apparitions, mais ces apparitions ont été parfaitement mesurées. Il n'y a pas eu véritablement... c'est-à-dire qu'on n'a pas vu l'Emmanuel Macron d'il y a 5 ans qui était véritablement la bête politique qui est descendue dans l'arène, qui allait se confronter aux Français, quel que soit leur bord et tout ça. Ici, on assiste à une espèce d'équipe de campagne, enfin un candidat qui prend le moins de risques possible. Pourquoi? Parce que il bénéficie de facteurs exogènes dans lesquels il essaie de jouer à fond. C'est-à-dire le premier facteur, c'est d'abord la guerre en Ukraine, hein, parce que en tant que président de l'Europe, parce que c'est un mandat de 6 mois, il se place derrière ce double mandat-là, c'est-à-dire celui de président de l'Europe et président de la France, pour expliquer qu'en fait, il n'a pas le temps de s'occuper de la crise, de s'occuper de l'élection présidentielle ou d'être un candidat. Il s'occupe de la crise en Ukraine. Bon, alors qu'il faut véritablement relativiser le rôle de la France dans cette crise ukrainienne. On se rappelle que durant 1 mois, Emmanuel Macron avait en moyenne une discussion quotidienne, journalière avec Vladimir Poutine. Emmanuel Macron a fait 2 déplacements à Moscou durant le mois de décembre et même durant le mois de janvier, pardon. Et donc, ça n'a absolument rien changé du tout puisque la Russie avait décidé le 24 février dernier de lancer son invasion contre l'Ukraine. Et puis, la seconde chose, c'est que en dépit de l'image qu'Emmanuel Macron essaie de véhiculer auprès de l'opinion française comme étant un président particulièrement actif sur cette crise-là qui essaie de trouver des solutions, je suis désolé, mais la France n'a absolument aucune influence sur la crise ukrainienne. Il y a 3 acteurs au centre de cette crise. D'un côté, on a la Russie, de l'autre, en face, on a les États-Unis et au milieu, on a l'Ukraine. Donc, l'Union européenne n'a absolument aucune influence. Au contraire, l'Union européenne se range avec armes et bagages derrière les États-Unis. Donc, leurs positions sont en réalité dictées par la position américaine. Donc là, il faut aussi relativiser. Donc, ils jouent quand même de cela parce que pour les Français, évidemment, ça leur donne l'impression d'être un président particulièrement actif à une période aussi trouble que celle que traverse l'Europe aujourd'hui. Il faut savoir que depuis 1997, il n'y avait plus jamais eu de bombardement sur l'Europe. En 1997, c'était les Américains, l'OTAN qui avait bombardé la Serbie pour justement les amener à accepter les frontières, notamment avec l'Albanie, et puis essayer de protéger les minorités serbes et musulmanes qui se trouvaient notamment dans l'enclave de Srebrenica. Donc ça, évidemment, en 1997, il y a eu ce bombardement de l'OTAN. Mais depuis lors, l'Europe était un peu dans une espèce de fantasme qui disait que plus jamais il n'y aurait de guerre. En Europe, les guerres, c'est pour les autres continents, soi-disant moins civilisés, parce que l'Europe, se considérant comme étant le continent le plus civilisé, le peuple européen, le peuple le plus civilisé, ils estiment que l'arme de l'homme civilisé, c'est le droit. Et donc, un homme civilisé n'utilise pas les armes
pour se battre, il utilise le droit. Or, ici, en l'occurrence, on a en face d'eux un homme politique, en l'occurrence, ou un système politique, en l'occurrence la Russie, qui a décidé de se passer du droit international, de se passer du droit de manière générale pour faire exprimer ses positions, y compris par la force. Maintenant, derrière cette posture-là présidentielle, aussi bien de l'Europe que cette posture d'être celui qui essaye d'avoir un rôle dans ce conflit, et puis je dirais aussi, mieux encore, ce qui prouve que la France n'a absolument aucune influence dans la crise en Ukraine, c'est que les discussions, les pourparlers qui ont lieu entre Ukrainiens et Russes se passent où ? Ça se passe en Turquie, à Istanbul. Donc, vraiment, le véritable gagnant sur le plan diplomatique de cette crise-là, c'est la Turquie. La Turquie a toujours su garder des liens très étroits avec la Russie et avec l'Ukraine. Il ne faut pas oublier qu'avec l'Ukraine, c'est la Turquie qui a vendu les drones militaires que l'Ukraine utilise notamment pour combattre l'armée russe. Et puis d'un autre côté, la Turquie n'a jamais condamné l'invasion russe en Ukraine et n'a pas voté de sanctions contre la Russie. La Turquie, bien qu'étant membre de l'OTAN, n'applique pas les résolutions, en tout cas la volonté de l'OTAN d'aider militairement l'Ukraine. Elle l'a fait avant le début du conflit, mais depuis que ce conflit a commencé, la Turquie, pour éviter de froisser la Russie, a cessé toute livraison d'armes en direction de l'Ukraine. Donc, c'est la Turquie qui est le véritable gagnant, puisqu'elle a su maintenir des relations privilégiées ou des relations étroites, aussi bien avec l'Ukraine qu'avec la Russie. Et puis, et donc, derrière ça, malheureusement, Emmanuel Macron s'entend évidemment, il a commencé à sentir depuis, disons, la semaine dernière, que cette posture de président qui s'occupe de la crise de l'Ukraine parce que président de l'Europe, donc qui n'a pas le temps d'être candidat, évidemment, ça n'allait pas tenir très longtemps, puisque à partir de la semaine dernière, il tournait aux alentours de 30% d'intention de vote au premier tour. Ça a chuté aux alentours de 27%. Aujourd'hui, on tourne aux alentours de 25%, donc il a perdu 5 points en à peu près une semaine. 25%, ça lui garantit toujours une présence au second tour, mais c'est quand même assez inquiétant parce que s'il maintient cette même posture-là, il y a de très fortes chances qu'on revive un même scénario d'avril 2002 où à la surprise générale, alors qu'on attendait un second tour entre Jacques Chirac, président sortant, et Lionel Jospin, Premier ministre, on avait assisté médusé à un second tour entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen. Donc, évidemment, c'est ce risque-là, évidemment, que l'équipe d'Emmanuel Macron et son parti, La République En Marche, a pris en compte. Et donc, le président Emmanuel Macron a décidé maintenant de descendre à l'arène. Il va organiser un grand meeting au cours de cette semaine, je crois, au Zénith. Mais selon certaines indiscrétions, il aurait quelques difficultés à réunir les 40 000 personnes parce qu'il faut évidemment jouer sur ça. Il ne faut pas oublier que la semaine dernière, enfin il y a à peu près 10 jours, Jean-Luc Mélenchon avait organisé un grand meeting à Paris qui avait réuni près de 100 000 personnes. Éric Zemmour, à la place du Trocadéro, avait réuni à peu près 40 000 personnes, même si son équipe de campagne dit qu'il avait réuni 100 000 personnes. Mais on sait techniquement que 100 000 personnes ne peuvent pas se trouver au niveau du Trocadéro. Et maintenant, pour Emmanuel Macron, il faut aussi qu'il montre sa puissance, qu'il montre que véritablement il est le candidat à battre les Français, parce qu'il faut savoir que, contrairement par exemple aux Britanniques, les Français restent attachés à des grands rassemblements médiatiques que sont les meetings. Ils sont profondément attachés. Donc, un candidat, pour montrer sa puissance, pour montrer son influence, doit le faire à travers des meetings et puis à travers des débats télévisés. Mais comme les débats télévisés, jusqu'à présent, Emmanuel Macron a refusé, il a sorti un communiqué clair disant que dans toute l'histoire de la Ve République, aucun candidat qui se représentait pour une réélection n'avait participé à un débat de premier tour d'élection. Et donc, lui, il a décidé de ne pas le faire. Alors que ce n'était pas son discours au départ. Son discours était celui qu'il n'avait véritablement pas le temps de débattre parce qu'il s'occupait de la crise ukrainienne. Bon, bref, on voit que, évidemment, il y a cette volonté-là de ne pas débattre. Et puis, la deuxième chose qui déçoit un peu, c'est qu'en l'absence d'un président sortant qui ne vient pas débattre de son bilan, parce qu'il a aussi, dans les différents événements qu'on a organisés pour lui, on a beaucoup plus
sélectionner, si tu veux, les participants. C'est surtout un public qui est déjà acquis à sa cause et donc qui ne va pas véritablement tenter de le déstabiliser. À chaque fois, et on a vu quelques images sur Internet où il y avait eu, lors d'un petit rassemblement, en fait, Emmanuel Macron, en dehors du meeting qu'il doit organiser au Zénith, il a décidé d'organiser de petites rencontres avec des citoyens triés sur le volet, parce qu'il dit qu'il ne veut pas discuter avec les hommes politiques français, mais il veut discuter avec les Français. Donc son équipe a choisi d'organiser ces petits meetings-là avec un public trié sur le volet et dont on soupçonne même que les questions ont déjà été sont connues d'avance, c'est-à-dire les différentes interventions. Donc tout ça, évidemment, ne participe pas à montrer qu'évidemment, il y a un candidat en face qui a la véritable ambition de défendre son bilan et de expliquer aux Français ce qu'il compte leur proposer pour les 5 prochaines années. Mais derrière ça, il y a d'autres candidats qui n'en démordent pas. On a Marine Le Pen qui est en deuxième position, selon toujours les sondages d'intention de vote pour le premier tour. Elle tourne, elle, aux alentours de 15%. Et à côté d'elle, évidemment, il y a un espèce de jeu de yo-yo entre Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon et Valérie Pécresse. Cette dernière, qui est la candidate LR, reste toujours en attente de, si tu veux, la bénédiction de Nicolas Sarkozy, qui est quand même le fondateur du parti Les Républicains. Mais selon certaines indiscrétions, Nicolas Sarkozy n'a pas l'intention de soutenir Valérie Pécresse. Pourquoi ? Pour des raisons liées à une rancune tenace. Il ne faut pas oublier qu'en 2017, lorsque Nicolas Sarkozy avait tenté de revenir en politique, de participer à la primaire, notamment de la droite, eh bien, Valérie Pécresse, à l'époque, avait décidé de soutenir Alain Juppé. Et donc ça, évidemment, c'est quelque chose qui était resté en travers de la gorge de Nicolas Sarkozy, alors que lui, il en avait fait sa ministre durant 5 ans. Et donc le fait que Valérie Pécresse, à cette époque, en 2017, au moment où il avait véritablement besoin de soutien de la part de la droite, eh bien, elle avait décidé de soutenir Alain Juppé. Et donc, c'est un peu ça qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, lui se dit que maintenant, la roue a tourné, c'est elle qui est la candidate, et donc, c'est elle qui a maintenant besoin de son soutien. Et il n'a pas du tout, il ne se presse pas, en tout cas, il est clair qu'il ne va pas la soutenir, puisqu'on est à peu près moins d'une semaine du premier tour de l'élection présidentielle. Eh bien, Nicolas Sarkozy n'a assisté à aucun meeting de Valérie Pécresse. Il n'a jamais dit en public, il n'a jamais annoncé en public vers qui son soutien devrait aller. En toute logique, ça ne devrait aller que vers Valérie Pécresse. Mais s'il a décidé de garder le silence, c'est évidemment pour ne pas la soutenir. Mais il sait aussi que pour garder un peu de crédibilité à droite, puisqu'il reste le dernier candidat à droite avant de remporter une élection présidentielle, et il vaudrait mieux pour lui soit de s'abstenir de soutenir Valérie Pécresse, ce qui serait le moindre mal pour lui, mais toute tentative, par exemple, d'accorder un soutien à Emmanuel Macron serait catastrophique pour lui. Et donc, cette posture, cette posture silencieuse est celle pour laquelle, évidemment, qui pourrait lui apporter le moins de dégâts, tout en gardant, si tu veux, cette posture de ne pas vouloir soutenir une candidate qui ne l'avait pas soutenue il y a à peine un peu moins de 5 ans. Donc, c'est un peu dans cette position que l'on se trouve. Jean-Luc Mélenchon, lui, espère toujours remporter cette élection présidentielle, enfin, espère d'abord être candidat pour le second tour. Il essaye de rassembler toutes les voix de gauche, mais ça, ce n'est pas évident, parce que ni Anne Hidalgo, ni Yannick Jadot, ni les autres candidats, notamment celui du Parti communiste, là, aucun ne veut se rallier derrière Jean-Luc Mélenchon, en dépit même des appels de Ségolène Royal, ancienne ministre de François Hollande et de François Mitterrand, grande figure de la gauche, qui est ancienne candidate à l'élection de 2007, qui avait été battue au second tour par Nicolas Sarkozy. Elle a appelé, évidemment, à se mettre derrière Jean-Luc Mélenchon parce qu'elle estime que c'est le candidat le mieux placé. C'est vrai, selon les sondages, Jean-Luc Mélenchon tourne aux alentours de 14-15% aussi. C'est un bon score, mais ce n'est pas suffisant pour être capté au second tour. Mais lui, il espère toujours. Il veut jouer notamment sur les indécis. Il faut savoir que jusqu'à présent, plus de 30% des Français n'ont pas toujours d'idées arrêtées concernant le candidat pour lequel ils voteraient au premier tour. Donc,
et le fort niveau d'incertitude et fait qu'aujourd'hui, les candidats continuent à se battre dans cette dernière ligne droite en y mettant toute leur dernière énergie, en espérant capter un maximum de voix. Donc, c'est un peu ça, le paysage dans lequel on se trouve avant ce premier tour d'élection présidentielle en France. On a une absence de débat entre les candidats. On a vu un débat entre Éric Zemmour et Valérie Pécresse, un débat aussi entre Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, mais ça, c'était un peu des débats de chauffe parce qu'on espérait surtout que Emmanuel Macron devait entrer dans l'arène. Malheureusement, il a décidé de ne pas le faire. Et donc, tout ça a fait que, évidemment, avec la crise en Ukraine, qui a aussi capté une grande partie du temps des médias, tout ça fait que, non seulement le temps des débats a été énormément raccourci, mais en plus, le fait que le principal candidat que les gens voulaient évidemment écouter et décider de ne pas rentrer dans l'arène, tout ça fait qu'aujourd'hui, on est en face de nous cette espèce d'élection bizarre. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, le plus haut de la capitale. On se retrouve dans quelques minutes, restez connectés. Urban FM 104.5.